Donc, Madame, Messieurs, chers collègues, donc nous poursuivons nos travaux dans le cadre de la préparation de notre étude sur le foncier agricole outre-mer, dont j'ai l'honneur d'être le rapporteur, avec mon collègue Thani Mohamed Souali, qui nous rejoindra dans un instant. Mais bon, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Il y a encore un texte de loi dont il doit, je crois, intervenir. Donc, dès qu'il peut, il nous rejoint. Je souhaite d'abord la bienvenue à nos invités et je vous remercie de votre présence. Et avant de vous présenter, Mesdames et Messieurs, je salue le président Stéphane Artano qui nous suit en visioconférence depuis Saint-Pierre et Miquelon et qui vous souhaite vous adresser un petit mot de bienvenue. Monsieur le Président, c'est à toi. Merci, cher Vivette. J'espère que vous m'entendez bien. Très heureux de vous retrouver. Je remercie évidemment nos invités à mon tour et en particulier Arnaud Martranchard que nous entendons pour la seconde fois. Mais le sujet, cher Arnaud, le mérite. Je vous livre quelques remarques avant de pouvoir vous donner la parole, cher Vivette, pour que tu puisses mener cette audition. Bon, l'étude sur le foncier disponible lancée début mars touche quasiment à sa fin puisque l'examen du rapport est fixé par notre délégation au 28 juin prochain. Donc il est heureux que les représentants des services ministériels et l'ONEF, dont il a beaucoup été question, puissent répondre aux interrogations évidemment de nos rapporteurs sur ce sujet qui reste complexe. Comme vous avez pu le constater au travers du questionnaire de nos rapporteurs, nos interrogations sont nombreuses et couvrent beaucoup de sujets qui ont trait à la réglementation et à son application effective. Le temps va nous manquer évidemment pour aborder l'ensemble des territoires ultramarins. Et la moisson sur les DROM est déjà fort riche, si vous me permettez cette expression triviale. Pour clore notre tour d'horizon, je vous indique que nous entendrons aussi prochainement, en l'occurrence le 20 juin, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, M. Marc Fesneau. Il est encourageant également que ce sujet sensible, sur ce sujet sensible, les ministères concernés travaillent de concert dans le contexte que vous connaissez, qui est celui du prochain SIOM, qui visiblement est annoncé désormais le 3 juillet prochain. Il se tiendra en juillet, juste après la sortie de notre rapport, et nous espérons que les recommandations de nos rapporteurs, ou une partie au moins y figureront. D'ailleurs, le ministre Carinco a l'intention de réunir à nouveau les deux délégations de l'Assemblée et du Sénat pour faire un point sur ces travaux du SIOM. Au cours des auditions, je relève qu'il a beaucoup été question de conflits d'usage, comme dans l'Hexagone d'ailleurs, l'urbanisation qui s'étend, mais il y a aussi un renforcement de la défense des espaces boisés naturels sur des territoires qui sont exigus, évidemment, à part la Guyane naturellement. Les terres agricoles se retrouvent prises en quelque sorte en tenaille entre les deux. Leur protection est actuellement un véritable combat à mener. Des critiques ont porté aussi sur le manque de coordination des services de l'État et le dialogue insuffisant avec les autres acteurs sur les territoires. On ressent vraiment ce besoin de coordination, de concertation, de dialogue, fait souhaiter d'ailleurs une sorte de guichet unique dans chaque territoire et peut-être davantage de simplification dans des procédures, notamment pour ne pas décourager les jeunes agriculteurs à venir s'installer et favoriser le retour dans nos territoires. Nous sommes également en attente de vos éclairages, vous en doutez, sur le bilan des CDPENAF et le rôle des SAFER dans les Outre-mer. Faut-il les réformer? Si oui, sur quel point précisément, selon vous, il faudrait pouvoir les réformer? Et enfin, nous fondons beaucoup d'espoir aussi sur le prochain pacte et projet de loi d'orientation et d'avenir agricole, PPLOA. Il ne faudra pas évidemment oublier les Outre-mer dans les concertations à mener et les dispositions à inscrire, qu'il y a une situation d'urgence pour l'avenir de l'agriculture dans nos territoires de manière générale. Merci donc à nos rapporteurs et à nos invités pour leurs éclairages et je vous souhaite évidemment de bons travaux que je suivrai avec beaucoup d'intérêt, connecté à distance à quelques 5000 km de vous. Vivette, je te laisse maintenant le soin de diriger cette audition. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, mes chers collègues, nous recevons ce matin M. Arnaud Martranchard, délégué interministériel de la transformation agricole des Outre-mer, qui représente le ministère des Outre-mer et celui de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. C'est la seconde fois que nous avons le plaisir de vous accueillir, puisque vous étiez venu le 6 avril avec le directeur de l'Office de développement de l'économie agricole d'Outre-mer, M. Jacques Andrieux.
Vous êtes cette fois-ci doublement mandaté par les ministères que j'ai cités et nous sommes heureux que vous puissiez nous apporter de nouveaux éclairages à ce stade de notre réflexion. Nous entendrons ensuite M. Christophe Sugel, adjoint au sous-directeur de la sous-direction de l'aménagement durable, direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages du ministère de la Transition écologique. Nous avons été très frappés lors de notre déplacement en Martinique par l'importance croissante de la problématique de l'eau et de la demande d'irrigation pour l'agriculture. Nous attendons avec intérêt vos éclairages sur les moyens mobilisables et les investissements possibles dans ces territoires confrontés à l'urgence climatique. Et enfin, nous entendrons M. Jean-Yves Collet, président du conseil d'administration de l'Office national des forêts, accompagné de Mme Nathalie Barbe, directrice des relations institutionnelles de l'Outre-mer et de la Corse. À chacun de nos rendez-vous, ou presque, lors de notre déplacement, le rôle de l'ONF a été évoqué, à la fois comme protecteur des espaces dont il a la charge, mais aussi comme élément bloquant pour l'extension ou la remise en culture de certains terrains à vocation agricole. Donc, nous serons très heureux de vous entendre sur ces difficultés. Dans un premier temps, vous allez avoir la parole, dans l'ordre que je viens d'énoncer, durant une dizaine de minutes chacun, pour vos propos liminaires. Une trame d'ailleurs de questions vous a été adressée, vous pourrez vous en inspirer pour la partie correspondant à vos missions. En tant que rapporteur, avec mon collègue Tani Mohamed, qui, je l'espère, va pouvoir nous rejoindre, nous pourrons intervenir à tout moment afin de vous demander des précisions complémentaires. Et ensuite, je donnerai la parole à ceux de nos collègues qui la demanderont. Voilà, Monsieur Marc Trinchard, je vous donne tout de suite la parole. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénatrices et les sénateurs, Mesdames et Messieurs les administrateurs. Sur alors, je ne sais pas si je réponds directement aux questions que vous m'avez rapidement, pour ne pas y passer trop de temps, puis on pourra bien sûr y revenir. Sur le foncier agricole, qui est bien sûr une priorité pour le ministère de l'Agriculture et des Outre-mer, puisque vous savez qu'il y a eu une impulsion politique à très haut niveau du président de la République, qui a souhaité qu'on avance vers, autant que faire se peut, vers l'autonomie alimentaire. On a eu des comités de transformation agricole qui se sont tenus en 2020, 2021, 2022. En 2023, les ministres de l'Agriculture, des Outre-mer, de la Santé, de la Mer ont écrit au préfet pour leur demander de constituer des plans de souveraineté alimentaire pour chacun des territoires avec des objectifs, et que ces objectifs, en tout cas pour les plus parlants, c'est-à-dire les taux de couverture dans chacun des territoires pour chacune des grandes filières, seront publiés dans ce qu'on appelle une des politiques prioritaires du gouvernement. La politique prioritaire du gouvernement, il y en a une qui s'appelle « Accompagner le développement des territoires ultramarins ». Elles sont divisées en chantiers, et un de ces chantiers, c'est déployer les plans de souveraineté alimentaire dans les territoires. Donc les taux de couverture seront publiés dans un outil public qui s'appelle Pilote. Et à partir des données que nous ont transmis les préfets, les plans de souveraineté, on les a maintenant tous reçus, et ils ont été bâtis avec l'ensemble des acteurs locaux, c'est-à-dire les principaux. On a bien sûr la collectivité qui gère le FEADER, qui est très important d'associer à ces travaux locaux, mais aussi les représentants du monde agricole, tant les chambres d'agriculture que les syndicats agricoles, que les représentants des grandes filières. Et ces plans de souveraineté ont permis de fixer donc des objectifs. Alors, sur les objectifs, sur la SAU en tant que telle, qui est la base de la souveraineté alimentaire, on a des statistiques qui montrent que la SAU diminue. Alors, elle diminue. On sait que c'est pas spécifique aux Outre-mer. Elle baisse partout, la SAU dans l'Hexagone, sauf sur un territoire, la Guyane, qui est le seul territoire de la France où la SAU augmente. Donc on essaye de mettre en place des dispositifs pour freiner cette baisse de la SAU, et on essaye aussi d'estimer les besoins. Alors sur les besoins, chaque territoire
a fait des trajectoires qui lui ont semblé réalistes. On ne sera pas à l'autonomie alimentaire en 2030, c'est pas possible. Sur certaines filières comme les céréales, c'est pas réaliste. Sur les filières animales, on ne sera pas non plus à l'autonomie alimentaire. Et même si on va progresser sur les taux de couverture, on reste dépendant, en tout cas pour les filières porc, les filières volailles, d'une alimentation qui constitue 60 à 80% du coût. Le coût de la production en filière animale, c'est l'alimentation. Et cette alimentation, elle ne vient pas du territoire, elle vient de l'Hexagone. Donc c'est une souveraineté un peu particulière. Et quand on a voulu estimer les besoins en surface pour essayer d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, on a eu il y a des données qui ont été publiées par le CIRAD, et qu'on trouve sur Internet. C'est un rapport de M. Marzin qui fixe des surfaces, ça va de quelques centaines d'hectares à peu près par territoire sur les fruits et légumes, et des besoins un peu plus importants si on veut développer la filière bovine, puisqu'il y a des besoins en pâturage qui peuvent être de plusieurs milliers d'hectares. Mais on estime que les besoins sont compatibles avec le disponible. On a, par exemple, en Guadeloupe, sur une surface de 31 000 hectares, la filière végétale aurait des besoins de 300 hectares. La Guyane, sur 36 000 hectares de SAU, aurait besoin de 2500 hectares. La Martinique a elle-même estimé, c'est la collectivité territoriale qui a fait un rapport, qui a produit une délibération et qui a publié une stratégie de développement. Elle estime qu'elle a besoin de 1000 hectares. La Réunion, on estime qu'il y a besoin de 500 hectares. Mayotte, 140 hectares. On va dire que le disponible couvre largement ces besoins, qu'on a des problèmes d'aménagement. Donc il faut travailler sur l'aménagement et sur la protection. Sur la protection, donc on sait qu'il y a différents outils. L'outil qui est le plus sensible, c'est les CDPENAF. Vous savez que, contrairement à l'Hexagone, les avis pour les CDPENAF Outre-mer sont conformes. Et le ministère de l'Agriculture défend le maintien d'un avis conforme parce qu'on estime que si on supprime cet avis conforme, on va aller vers un émiettage du foncier agricole. Évidemment, les maires ne sont pas d'accord avec cet avis et préféreraient, ils l'ont déjà dit très clairement au président de la République en février 2019, ils reviennent aussi, ils ont aussi cette même demande auprès de M. Jean-François Carinco, de passer à l'avis simple, y compris certains parlementaires ultramarins, en disant écoutez, il n'y a pas de raison de nous déposséder de ce pouvoir de décision outre-mer, et puis on est aussi capable que les maires de l'Hexagone pour décider de ce qu'il faut protéger, de ce qu'il ne faut pas protéger, donc laissez-nous faire. Donc c'est un sujet législatif qui sera débattu au Parlement. Vous savez qu'il y a le projet de loi d'orientation et d'avenir agricole qui va passer au Parlement cette année. Donc il y aura des débats à cette occasion sur le sujet. Voilà, le ministère de l'Agriculture est plutôt pour, les maires, pour le maintien de l'avis conforme. Les maires sont plutôt sur un avis différent. Il revient au débat parlementaire de trancher sur cette décision. Sur les SAFER, qui sont un autre instrument de préservation du foncier, alors d'aménagement. Les SAFER, c'est avant tout une société d'aménagement foncier des espaces ruraux. Donc c'est avant tout une prestation d'aménagement qui est attendue, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup un rôle de protection avec ce fameux droit de préemption qui permet aux SAFER qui ont un agrément d'avoir automatiquement un droit de préemption. Donc elles peuvent s'opposer à une vente de terres agricoles si elles estiment qu'on va avoir une perte de capacité d'exploitation agricole ou si le prix ne correspond pas au prix du marché. On sait qu'on a une difficulté outre-mer parce que les SAFER, qui sont des sociétés anonymes, eh bien, elles fonctionnent dans l'Hexagone à l'équilibre financier parce qu'elles se rémunèrent sur le marché du foncier, un peu comme des agences immobilières. Or, outre-mer, la situation est différente. Le marché du foncier est beaucoup moins important que dans l'Hexagone et la FN SAFER
a produit des études qui montrent que le modèle de fonctionnement à l'équilibre de l'Hexagone n'est pas transposable outre-mer et que les SAFER, aujourd'hui, ne peuvent pas aboutir à un équilibre financier sur la base du modèle hexagonal. Donc aujourd'hui, elles bénéficient, les SAFER outre-mer, d'une dotation. Il y a une enveloppe du ministère de l'Agriculture qui est variable un peu tous les ans, je vous donnerai le détail, mais qui est affectée aux SAFER outre-mer et à la Corse pour les aider à préserver leur équilibre. On a aussi, à Mayotte, on n'a pas de SAFER, mais on a un établissement public foncier qui dispose de l'agrément SAFER depuis assez peu de temps, d'ailleurs depuis 2 ans, et qui met en œuvre le droit de préemption. Et qui donc, à ce titre, désormais bénéficie d'une part de l'enveloppe nationale qui est affectée aux SAFER. On a la particularité de la Guyane où on avait un établissement public foncier qui, dans les textes, pouvait avoir la compétence sur le foncier agricole, mais qui ne l'avait pas dans les faits. Il l'avait dans les textes, mais pas dans les faits, parce qu'il manquait un décret que le ministère de l'Agriculture ne prenait pas, parce qu'il y avait des débats localement sur le fait que l'établissement public foncier ne pouvait pas suffisamment protéger le foncier agricole, et que donc on souhaitait une SAFER au niveau local. Et dans les accords de Guyane, il est prévu qu'il y ait une SAFER. Donc il y a eu constitution d'un groupement d'intérêt public, il y a eu une SAFER qui s'est constituée, une association, et maintenant il y a une nouvelle présidente qui a été élue récemment et qui est allée voir le ministre de l'Agriculture pas plus tard que cette semaine pour demander à ce que, au démarrage, le ministère de l'Agriculture puisse aider en subventionnant la SAFER pendant les premières années, tout en proposant que par la suite, la SAFER exerce une prestation d'aménagement foncier rémunéré qui lui permettrait de ne pas dépendre ad vitam aeternam des subventions publiques. Actuellement, elle souhaite être subventionnée pour moitié par l'État et pour moitié par la collectivité territoriale de Guyane. Et donc ce qu'on lui a dit, c'est qu'on pouvait envisager un soutien initial au démarrage, mais qu'on avait besoin de disposer de ce qui est un document obligatoire dans le cadre de la procédure d'agrément des SAFER, qui est le programme pluriannuel d'activité de la SAFER, qu'on n'avait pas pour le moment, afin qu'on puisse savoir ce qui est prévu de faire avec les subventions que le ministère pourrait attribuer. Alors, il y a un autre sujet qui revient régulièrement sur la table, comment faire pour améliorer le financement des SAFER. Et un sujet qui existe depuis plusieurs années, ça serait la taxe spéciale d'équipement. Vous savez qu'aujourd'hui, la taxe spéciale d'équipement, elle est attribuée aux établissements publics fonciers, qui s'occupent du foncier urbain. Et qu'il y a un plafond qui est dans les textes, qui est, alors je ne sais pas s'il a changé, mais il y a je ne pense pas, c'était un plafond de 20 € par habitant et par an. Hein, c'est toujours ça. Donc il y a certains territoires où ce plafond n'est pas atteint. Je pense en particulier à la Guyane, où je pense que ce plafond n'est pas atteint. Donc il y a des débats depuis plusieurs années sur le fait qu'on pourrait augmenter cette taxe spéciale d'équipement, mettons de 2 €, et qu'on affecterait cette taxe au fonctionnement des SAFER. Alors ça aussi, c'est un sujet qui ne se discutera pas en projet de loi d'orientation et d'avenir agricole, puisque c'est un sujet qui doit se discuter en projet de loi de finances au Parlement, avec, d'un côté, on voit bien le bénéfice que pourraient en retirer les SAFER d'avoir une taxe affectée, avec 2 inconvénients qui nécessitent un débat au Parlement. Un, c'est que c'est quand même une taxe supplémentaire qui va peser sur le citoyen. Et 2, il n'est pas d'usage d'affecter des taxes à des sociétés anonymes. Elles sont plutôt affectées à des établissements publics. C'est le cas en particulier des établissements publics fonciers. Mais ce n'est pas courant et ce n'est pas dans la norme d'affecter une taxe à une société anonyme. Donc ça devra être discuté en loi de finances. Après, on a le problème des terres en friche et des terres incultes. On en avait discuté lors de ma dernière audition. Vous deviez auditionner les notaires. J'ai vu qu'il y a eu une audition avec les notaires sur ce sujet. Je ne sais pas si l'objectif initial, qui était de discuter avec eux des modifications législatives qui pourraient être utiles pour améliorer la mise en culture
des terres en friche et des terres sous statut d'indivision a été atteint. C'était ça quand même l'objet de l'audition, concrètement, qu'on discute quels étaient les facteurs de blocage législatif qui freinaient la mise en culture des terres incultes. Voilà. Donc il faut suivre les conclusions. Si, au cours de la conclusion de cette audition, vous avez identifié des facteurs législatifs qui mériteraient d'être modifiés. Et sinon, chaque territoire, dans le cadre de sa feuille de route territoriale vers la souveraineté alimentaire, a identifié le foncier comme un facteur limitant. Et donc, il leur est demandé de mettre en œuvre les procédures de mise en valeur des terres incultes qui existent aujourd'hui dans le code rural, mais qui sont peut-être insuffisamment mises en œuvre. On peut aller... Il y a une procédure, on met en demeure le propriétaire, et s'il ne le fait pas, on peut aller jusqu'à un fermage obligatoire, décidé par le préfet, qui dit, puisque vous ne faites rien, eh bien, moi, je mets en fermage votre terre. Et c'est une décision, mais qui ne va pas jusqu'au bout, souvent. Donc je pense qu'il faut relancer ce sujet, c'est assez important. Sinon, il y avait des questions sur les taux de couverture dans les territoires. Quels sont les taux de couverture actuels? Alors, ces taux de couverture sont publics. Je peux vous donner le lien. Ils sont publiés sur un observatoire, qui est l'observatoire de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer, où on a des taux de couverture qui sont publiés tous les ans, avec 2 taux de couverture selon ce que vous prenez en compte. On va dire, le taux de couverture, c'est une fraction. Le numérateur qui est la production locale, donc ça on peut la mesurer, et puis le dénominateur c'est les besoins. Les besoins c'est la somme de la production locale plus des importations, mais tout dépend de ce que vous mettez dans les importations. Vous pouvez soit mettre uniquement, mettons sur les viandes ou les produits alimentaires, les produits frais ou congelés, ou vous rajoutez en plus les produits transformés. Et là évidemment, dans le premier cas, vous avez un taux de couverture qui est plus élevé, puisque vous avez un dénominateur plus faible, que dans le deuxième cas, où vous rajoutez les produits transformés, et donc vous avez un taux qui est plus faible. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'on peut donc voir 2 taux différents. Mais ce n'est pas atypique à l'outre-mer. Je rappelle que dans le plan national de souveraineté fruits et légumes qui vient d'être publié pour l'Hexagone, pour tout le territoire national, Hexagone plus Outre-mer, eh bien, il y a 2 taux de couverture. Il y a le taux de couverture produits frais et le taux de couverture produits frais et transformés. Donc, on a tous ces taux, c'est public, et on s'est fixé des objectifs de progression de ces différents taux. Donc, je vous enverrai le lien, vous pourrez le distribuer à l'ensemble de la délégation. Tout ceci est parfaitement public et transparent. Et enfin, on avait le problème des retraites et le problème de l'eau. Alors, sur les retraites, bien sûr, on a cette difficulté que les retraites agricoles sont très faibles outre-mer, principalement parce que les agriculteurs ne disposent pas de carrière complète et que les progrès qui ont été faits, qui sont de dire que chaque retraite ne peut pas être inférieure à 75% du SMIC, ce n'est possible que pour les carrières complètes. Quelqu'un qui n'a pas cotisé, il n'aura pas le droit à 75% du SMIC, donc les gens restent et ça empêche les jeunes de s'installer. Donc, dans le cadre de vous savez que sur le projet de loi d'orientation et d'avenir, on a instauré des concertations dans tout le territoire national, y compris outre-mer. Donc on a plein de demandes qui nous sont remontées. Il y avait 3 groupes de travail: orientation, formation, installation, transmission, adaptation au changement climatique. Et dans ces demandes revient ce problème des retraites, en disant les jeunes ne peuvent pas s'installer parce que les retraites sont trop faibles, donc on demande de payer une pré-retraite pour aider les agriculteurs en âge de prendre leur retraite à prendre leur retraite. On demande aussi à ce qu'il y ait une évolution de l'ASPA. Alors l'ASPA, c'est un sujet qui a déjà été débattu au Parlement, y compris au Sénat, en délégation et à l'Assemblée nationale. C'est un sujet qui n'est pas spécifique d'ailleurs à l'outre-mer. On a ce même problème de l'ASPA dans l'Hexagone avec le problème du recouvrement. Beaucoup d'agriculteurs hésitent à demander l'ASPA parce que, ils disent oui, mais quand je vais décéder,
ça sera à mes ayants droit, mes enfants, de rembourser. Et donc, ils ne veulent pas mettre cette dette sur le dos de leurs enfants, et donc ils ne demandent pas l'ASPA. Et qu'on a toujours ce problème de la maison d'habitation. Moi, il me semble, et je l'ai déjà dit, mais je peux le redire, qu'il semblerait cohérent que la maison d'habitation dans les Outre-mer soit réputée attenante aux bâtiments d'exploitation agricole et donc exclue du champ de recouvrement de l'ASPA. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, l'histoire a été différente. C'est l'histoire. Il y a eu l'histoire des corps de ferme dans l'Hexagone, qui n'existe pas outre-mer, et dans les faits, les maisons d'habitation, souvent, ne sont pas attenantes aux bâtiments d'exploitation agricole, et donc sont incluses dans le champ de recouvrement. Et ça pourrait être modifié, c'est mon avis, hein, dans la loi, et ça permettrait à plusieurs agriculteurs d'avoir un revenu décent. L'ASPA doit être à plus de 900 € par mois, et donc aux jeunes de s'installer, et donc d'aller vers la souveraineté alimentaire. C'est un débat qui doit avoir lieu aussi en loi de finances. Sur les besoins en eau, alors chaque plan de souveraineté alimentaire comporte un plan d'action sur le problème de l'eau agricole pour travailler avec le gestionnaire du réseau qui est chargé de l'entretien. Et les investissements nécessaires, parce qu'on a souvent un coût important pour entretenir le réseau d'eau, non seulement le réseau d'eau potable, chacun connaît la situation de l'eau potable sur les territoires ultramarins et en particulier de la Guadeloupe, mais il y a des appuis publics pour ça. On a eu des appuis publics au travers du PSN, donc ça, il faut le mobiliser, mais aussi au travers du plan de relance et de France 2030, encore maintenant, où on a des guichets pour aider et soutenir les équipements pour faire face aux aléas climatiques. Et dans le changement climatique, on a la sécheresse et donc on a le problème de l'eau agricole. Donc il faut mobiliser ces outils d'investissement. Et par ailleurs, vous savez que le président de la République a annoncé le 30 mars le plan eau pour qu'on travaille sur cette question de l'eau, des réseaux, mais aussi de la sobriété et du partage de l'eau pour qu'il y ait une réflexion globale au niveau de chaque territoire. Et ça, c'est prévu dans les plans de souveraineté alimentaire. Voilà. Je ne veux pas parler trop longtemps parce que je veux aussi laisser la place au débat puis aux autres participants. Donc, je vais m'arrêter là dans un premier temps. Je vous remercie. Merci, monsieur. Donc, monsieur Suchel, je vous donne la parole. Oui, peut-être quelques compléments par rapport à ce qui vient d'être dit et ce qui a été dit aussi par le président d'introduction. Hein. Donc je rappelle, on le sait tous, que le ministère de la Transition écologique a mis en œuvre une réforme importante qui est le zéro artificialisation net, qu'on sait, et qui d'ailleurs fait l'objet d'une PPL qui a été votée au Sénat et qui va être discutée à partir de la semaine prochaine à l'Assemblée nationale, et qui est une réforme très structurante en fait, et qui a vocation, comme vous le savez, de protéger les espaces naturels et agricoles. Donc tous les territoires doivent s'engager dans cette trajectoire pour ce qu'on appelle le zéro artificialisation net en 2050. Donc ça a beaucoup d'implications, et donc l'un des objectifs, je dirais, l'objectif principal, c'est effectivement la protection des espaces naturels et agricoles. Donc cette réforme structurante va complètement dans le sens de nos débats aujourd'hui. Elle a un impact aussi par rapport du coup à l'urbanisation, évidemment, puisqu'elle restreint la capacité géographique ou physique d'urbanisation, et du coup ça emporte du point de vue de l'urbanisation, du coup en creux par rapport à notre débat, un changement de paradigme sur la manière de concevoir la ville. En particulier, il faut penser des formes urbaines plus denses qui permettent finalement de loger des activités et des habitants sur des territoires qui évidemment vont être restreints. Et donc par rapport à ça, et pour revenir sur un point qui a été évoqué, les établissements publics fonciers sont à la manœuvre pour être des opérateurs de cette réforme, et en particulier de pouvoir intervenir, et maintenant quasiment uniquement en renouvellement urbain. L'intervention en milieu urbain, en renouvellement urbain, coûte beaucoup plus cher que l'extension. Et donc je reviens par rapport, en deux secondes par rapport au débat qu'on a sur la taxe spéciale d'équipement. Le ministère de la Transition écologique n'est à ce stade pas favorable à ce que la TSE soit disjointe en fait de son objet aujourd'hui, qui est le financement des EPF, pour cette raison que les EPF vont être amenés à structurer leur activité sur des opérations qui seront de plus en plus coûteuses. Et donc du coup, on s'attend, nonobstant l'autre question qui est prégnante
d'une taxation supplémentaire sur les habitants et les entreprises, qui est un sujet en soi, mais on s'attend à ce que les EPF puissent donc concourir, y compris financièrement, de plus en plus fortement pour renouveler la ville sur la ville, dans des opérations qui vont être de plus en plus déficitaires. Donc voilà, je voulais rajouter ce point-là, parce que d'une certaine manière, ça contribue aussi à la préservation des espaces agricoles. Ça, c'est le premier. Deuxième point, vous avez évoqué en Guyane et à Mayotte l'intervention des EPF-A. Donc on est sur 2 territoires qui sont particuliers, sur lesquels, du point de vue de l'aménagement, le gouvernement a fait le choix, compte tenu des enjeux, de mobiliser un outil qui est un peu exceptionnel. Des EPA d'aménagement, on n'en trouve pas partout sur le territoire français, mais spécifiquement sur ces deux départements, parce qu'il y a des enjeux d'aménagement qui sont très forts, en particulier à Mayotte, avec un quasi doublement de la population envisagée d'ici 2030-2050. Donc voilà, on est sur des enjeux extrêmement forts. Et donc il y a des missions, notamment à Mayotte, qui aujourd'hui sont assurées par les femmes de SAFER, et donc elle intervient pour l'aide aux agriculteurs, l'installation des agriculteurs, l'aménagement des parcelles agricoles. Et côté Guyane, certes, il y a eu effectivement le débat dont vous avez parlé, qui a conduit à la création d'une SAFER, mais il y a une coopération entre l'EPFAG et la SAFER pour justement travailler de concert sur ces questions de mise à disposition et de viabilisation de parcelles agricoles. Donc il y a une convention qui a été signée avec la FN-SAFER et l'EPFAG, et il y a un projet de convention qui est passé au conseil d'administration de l'EPFAG de coopération avec la SAFER locale. Donc ces 2 établissements interviennent particulièrement pour constituer des espaces agricoles dans les surfaces d'aménagement qui sont aujourd'hui opérées par ces 2 établissements, pour l'aide à l'agriculture durable et pour l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs. Voilà ce que je dirais. Peut-être sur la question du plan eau, effectivement, ça a été dit, donc je ne vais pas y revenir, mais effectivement, il y a une volonté et des financements qui sont prévus pour l'aide à l'agriculture sobre, notamment en matière d'eau, pour la réfection et la modernisation des réseaux d'adduction et d'alimentation en eau. Et donc, ces aides qui vont être mises en place viendront évidemment compléter le dispositif qui a été décrit sur l'eau. Donc, effectivement, il y a un enjeu très fort qui est très spécifique, qui est un enjeu national, qui a des spécificités en Outre-mer, mais autour du partage de la ressource. Et donc, on est sur les territoires ultramarins. Parfois, les questions de ressources sont moins prégnantes que dans d'autres territoires nationaux. Je pense par exemple au sud et au sud-est et au sud-ouest du territoire métropolitain. En revanche, il y a les questions de pollution qu'il faut prendre en œuvre, et puis les questions aussi de variabilité de la ressource en fonction des événements climatiques qu'il faut aussi prendre en considération et qui sont spécifiques. Donc là, aujourd'hui, il y a les SDAGE qui sont en cours sur les territoires ultramarins, et donc ces SDAGE vont être renforcés avec cette dimension de capacité à préserver la ressource agricole pour pouvoir avoir une agriculture qui puisse se conforter, et puis aussi qui puisse également constituer, dans le cadre d'une politique de sobriété, en fait, pouvoir confronter les équilibres économiques locaux, c'est-à-dire pouvoir subvenir aux besoins au maximum locaux aussi. Donc c'est ces perspectives-là qui sont aussi visées dans le cadre du plan eau. Voilà en ce qui me concerne ce que je pouvais rajouter à ce stade. Très bien, merci monsieur. Maintenant, je donne la parole au président du conseil d'administration de l'Office national des forêts, monsieur Collet, et madame Barbe aussi. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir associés à cette table ronde. Effectivement, en préalable, je voudrais rappeler le rôle de l'ONF, parce que, étant souvent sur le terrain, au contact des habitants qui ont des projets, etc., nous sommes ressentis comme le décisionnaire, ce qui n'est pas notre rôle. Donc l'ONF gère la forêt publique, comme vous le savez, et je voudrais souligner d'emblée que ce rôle de gestionnaire a un impact sur l'agriculture, parce que la forêt participe de la protection des sols en général contre l'érosion,
protège également, dans un certain nombre de cas, notamment insulaires, de la remontée saline qui est nuisible à l'agriculture, constitue également un élément très important de la ressource en eau, indispensable également à la fois à l'urbanisme, mais aussi à l'agriculture. Donc, si vous voulez, je souhaite qu'on comprenne bien que le rôle de gestionnaire de la forêt publique n'est pas un rôle jaloux et égocentrique, mais on le fait parce que l'on connaît les aménités au regard justement des activités humaines, quelles qu'elles soient, d'une forêt correctement gérée et protégée. Alors, en ce qui concerne les questions plus précises que vous nous avez transmises, je voudrais d'abord souligner que nous n'intervenons que pour le compte de l'État pour instruire des demandes ou pour instruire des procédures. C'est-à-dire, on instruit des demandes de défrichement ou on instruit des procédures contre les défrichements illicites, on les instruit techniquement. Cette mission est financée de façon spécifique par une mission d'intérêt général, des crédits de mission d'intérêt général à hauteur de 1,5 million d'euros qui viennent du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Nous constatons que cette activité d'instruction se développe, même si les surfaces concernées diminuent, ce qui tend à prouver, c'est plutôt une bonne chose, que les gens savent qu'il faut initier des procédures et demander, et donc font appel à ces procédures au lieu de se lancer dans le défrichement qui deviendra illicite, et qui, etc. Donc on est plutôt dans une forme de progrès. À titre d'exemple, ce sont 500 visites préalables sur l'ensemble de l'outre-mer par an qui sont effectuées pour préinstruire ou instruire ce type de demande. En ce qui concerne ce que vous avez appelé dans votre questionnaire la taxe, donc vous savez que depuis la LAF de 2014, il y a compensation. Quand il y a défrichement autorisé, il n'y a plus de taxe à proprement parler. Il y a compensation, soit en reboisement, soit en travail sylvicole pour enrichir ou améliorer l'état de la forêt, soit, quand ça n'est pas possible, effectivement, un versement, une compensation pécuniaire qui n'est ni fixée ni perçue par l'ONF. Même si souvent, dans l'interface de dialogue avec nos concitoyens, l'agent de l'office est celui qui les informe en premier lieu, mais cet argent va au fonds stratégique forêt-bois, qui est un fonds géré par l'État, et le montant de la compensation pécuniaire, quand on ne peut pas le faire techniquement, est également fixé par l'État, même si, évidemment, nos services émettent des propositions. Par exemple, aux Antilles, la compensation pécuniaire, quand on ne peut pas faire autrement, est fixée à 1 € par mètre carré, avec un coefficient multiplicateur qui peut aller jusqu'à 5 quand on touche à des espaces classés ou à des espaces extrêmement sensibles qu'il est très difficile de compenser. Et il y a, alors c'est peut-être ça qui est ressenti, si vous voulez, comme disproportionné, il y a aux Antilles un minimum forfaitaire de 1 000 €. Je pense que cette décision de l'État a été prise pour dissuader le mitage avec des tas de petits défrichements qui finissent par se mailler et finalement impacter davantage les surfaces. Mais effectivement, si vous avez une demande sur une surface très petite et qu'on vous propose le forfait de 1 000 € au mètre carré, ça peut paraître très très important. Mais voilà, je replace le cadre. C'est effectivement dissuasif dans ce cas, mais l'État a décidé qu'il en soit ainsi pour éviter un certain nombre de multiplications de défrichements. Ça, c'est pour... Oui. Si vous me permettez, je vais intervenir. Mais si la personne défriche pour faire de l'agriculture, elle est sanctionnée quand même ? Elle doit compenser également. Quand on change la nature forestière, si vous voulez, quel que soit le projet, construction, agriculture, etc., le principe de la loi, de la LAF, c'est la compensation. Vous défrichez 1 hectare, vous devez reconstituer 1 hectare, enfin en théorie. Oui, mais si vous êtes chez vous propriétaire de la friche... Attendez, on ne parle pas de friche pour l'instant. Ah. Pas pour l'instant. On parle de forêt. Si vous voulez, le débat sur la friche, j'y viens tout de suite, puisque la question est de savoir si on est en forêt ou pas. Mais si nous sommes en forêt, c'est ce que je viens de décrire qui est le processus qui s'applique, quelle que soit l'activité prévue. Si nous sommes dans un enfrichement,
qui n'est pas encore forestier, et c'est toute la question, là, évidemment, ça n'est plus du tout la même chose. On remet en culture un terrain qui y était. Alors, il faut constater que là aussi, depuis la LAF de 2014, on a fixé à 30 ans à peu près. Ça correspond à une révolution très rapide forestière. En tout cas, au bout de 30 ans, on a un espace qui peut être considéré comme forestier. Et c'est vrai que si vous avez laissé votre terrain en friche pendant plus de 30 ans, vous pouvez difficilement expliquer que tout d'un coup, vous avez un besoin urgent et vital pour votre exploitation agricole. Pour le coup, ça redevient un défrichement. Maintenant, entre-temps, il y a possibilité de remettre en culture. Mais moi, je constate qu'aujourd'hui, pour le moment, l'ONF n'a pas eu ce genre de demande outre-mer. Il y a des raisons, d'ailleurs, opérationnelles. C'est qu'un terrain défriché abandonné outre-mer, très rapidement, il est colonisé par des espèces notamment invasives, sur lesquelles la question ne se pose pas d'un défrichement, puisqu'en principe, on veut les éliminer. Donc, vous voyez, c'est une question qui est pertinente, parce qu'il faut se poser la question des friches, mais elle n'est pas forcément forestière. Et de toute façon, suivant la loi, il appartiendrait au propriétaire de démontrer qu'il y a moins de 30 ans, sa parcelle était agricole. Pas toujours évident, mais enfin, il y a quand même suffisamment de témoignages, de photos, de choses qui peuvent éventuellement apporter ça. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas confrontés, en tout cas pas de façon massive, à ce type de problématique. Ça reste intéressant, parce que pour le coup, une friche, elle est négative, parce qu'une friche ne se constitue pas en forêt à protéger pour le futur, elle se constitue en zone de colonie par des espèces qu'on souhaiterait voir moins s'implanter. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de doute sur la stratégie que nous souhaiterions, nous, techniquement. Encore une fois, je reprends le rôle technique de l'ONF, qui n'est pas le décideur, mais nous n'avons pas intérêt à avoir des friches protégées et continuer de proliférer avec des espèces invasives. Voilà. Une belle forêt, une belle agriculture, avec un aménagement du territoire bien pensé et bien équilibré. Nous préférons cela à effectivement une sorte de laisser-aller. Donc voilà pour les premières questions, qui sont effectivement très importantes. Vous avez posé la question de l'échange foncier sur les terrains qui sont pollués à la chlordécone notamment. Alors, je vais tenter de vous donner des éléments sans donner l'impression de trop botter en touche. Mais pour le moment, la manière dont la forêt pourrait participer à la dépollution n'est pas complètement établie. On sait qu'un espace forestier, en tout cas, protège d'autres utilisations du sol qui pourraient présenter des inconvénients. Donc, l'idée que la forêt puisse jouer un rôle dans cette affaire est tout à fait pertinente. Maintenant, l'échange, c'est une autre affaire, parce que ça voudrait dire qu'on autoriserait des défrichements, on ferait une compensation à l'envers, en quelque sorte, et ça, pour le moment, la loi ne le prévoit pas. Le fait de planter une forêt ne vous autorise pas à défricher. Le fait de défricher vous oblige à replanter. Ça marche dans ce sens-là, mais pour le moment, nous ne pouvons pas vous dire que ce serait une bonne idée, parce que la loi ne le permet pas. Il est assez évident que si on établit que la forêt accélère la dépollution, ce sera effectivement un sujet à travailler, parce qu'encore une fois, on est sur des territoires limités en surface, et que ce mode de traitement des surfaces polluées devra être conçu dès lors qu'il sera bien établi techniquement, qu'il est performant. Il faudra se poser la question. Voilà ce que je peux vous dire à ce stade sur cette question-là. Pour les CDPENAF, l'ONF Outre-mer n'est pas membre des CDPENAF, ne participe pas au CDPENAF. On y est parfois associé avec voix consultative, mais on n'en est pas membre. Donc, quand on nous demande notre avis à titre consultatif, nous le donnons dans l'esprit que je vous ai indiqué au départ, de protection de la forêt, parce qu'elle a des aménités sociales, notamment, et environnementales, tout à fait importantes. Bien évidemment, je ne porterai pas d'avis sur le caractère conforme des avis des CDPENAF Outre-mer par rapport à la loi hexagonale, à la loi qui s'applique en hexagone,
Mais j'avoue partager assez le fait que le foncier étant un enjeu beaucoup plus tendu outre-mer, il est assez logique que les moyens de défense des terrains agricoles soient un petit peu plus musclés. Donc, mais c'est un avis hors de mes compétences et au vu des échanges qui ont eu lieu tout à l'heure. Ensuite, pour l'agroforesterie, l'ONF délivre des autorisations et nous pensons que c'est intéressant à la fois pour la production, pour sa qualité, pour sa reconnaissance aussi de qualité environnementale. C'est intéressant également parce que ça permet de rompre un petit peu la frontière entre agriculture et forêt. Vous savez, l'agriculteur voit toujours la forêt comme une frontière d'un espace éventuellement à conquérir, et le forestier voit l'agriculteur comme une activité qui va éventuellement grignoter le territoire forestier dont il a la charge d'assurer la protection. L'agroforesterie permet de faire comprendre l'intérêt mutuel des deux occupations de l'espace, et à ce titre-là, l'ONF instruit et je dirais tente de favoriser l'agroforesterie. Je laisserai Nathalie peut-être préciser, parce que suivant les territoires, les choses sont très différentes, mais c'est effectivement quelque chose qui nous paraît tout à fait important. Par exemple, à Mayotte, où la déforestation est un problème majeur qui porte ses conséquences sur l'eau de manière visible et même, comment dire, très prégnante. Il est évident qu'il est mieux d'avoir des agriculteurs protégeant le couvert forestier parce qu'il leur est bénéfique, plutôt que de laisser une frontière un peu sauvage s'installer entre des gens qui défrichent et une forêt qui dépérit. Donc c'est vraiment un exemple tout à fait intéressant de ce point de vue-là. Alors, il y a toujours le problème de la mise en concurrence, c'est-à-dire que quand vous donnez l'autorisation à quelqu'un sur un territoire public de pratiquer une activité privée, vous lui donnez pour un certain temps, et au bout de ce certain temps, il faut savoir si on le renouvelle ou s'il y a quelqu'un d'autre qui demande, et il faut que nous gérions cette interface, qui n'est pas toujours simple, parce que les redevances d'occupation sont modestes, et attribuer un lot à quelqu'un au motif qui donnera 3 maravédis de plus que son prédécesseur, ce n'est pas forcément pertinent. D'autant que pour nous, ça n'est pas une ressource financière. On rejoint le problème des valeurs. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est que le travail soit bien fait. Ce n'est pas forcément qu'on touche quelques euros de plus à l'hectare de culture en agroforesterie. Donc, cette question-là se gère assez souvent avec du maintien au gré à gré, avec des choses comme ça, mais qui peut, pour les installations de jeunes, apparaître de temps en temps comme une limite également. Donc, nous essayons là-dessus avec un cahier des charges relativement détaillé, qui permet effectivement une qualité comment dire, à la fois forestière et agricole, qui est vraiment une synergie. Enfin, un dernier point que je voudrais évoquer, c'est le projet de règlement proposé par la Commission européenne pour lutter contre la déforestation et la dégradation forestière. On vous laissera, enfin vous connaissez cette directive, ce petit schéma qui l'explicite très bien, c'est-à-dire qu'en fait il y a un effet de cliquet. Tout ce qui est en forêt doit rester en forêt, avec les systèmes de compensation éventuels, etc. Mais enfin, grosso modo, la logique de cette directive, c'est ce qui est forestier reste forestier. Ce qui est forêt primaire ne peut pas être transformé en forêt plantée, cultivée, etc. Vous voyez, c'est une espèce de poupée russe restrictive. Et ce qui est forêt de plantation ne peut pas être défriché. Donc on a vraiment une directive qui va renforcer encore la protection des espaces forestiers. Je me permets de le signaler en conclusion de cette présentation déjà trop longue et je vous remercie de votre attention. On vous remettra, si vous voulez, la petite note qui détaille un peu certains chiffres et certains points de vue, territoire par territoire.
Avec plaisir, merci beaucoup. Peut-être que Madame Barbe, vous souhaitez apporter des... Moi, je vais juste apporter peut-être 2-3 éléments de complément. Sur ce dernier point de l'agroforesterie, pour l'Office national des forêts, c'est bien une production agricole sous couvert forestier. Hein, ce n'est pas la parcelle forestière, on maintient quelques arbres pour y faire de la production agricole. Hein. C'est ce qui se passe à Mayotte avec... Des occupations illégales pour y faire de l'agriculture au sein de la forêt publique et qui entraînent des conséquences, c'est qu'à terme, sur cette île de Mayotte, et pour reboucler avec ce que disait Jean-Yves Collet au début, on a tellement supprimé de la forêt pour y faire de l'agriculture illégale qu'en fait, on se retrouve avec un problème de disponibilité en eau sur cette île, et particulièrement en 2023, qui remet complètement en cause, y compris l'agriculture, en zone complètement légale. Hein. Donc on est pleinement sur, si on pousse l'agroforesterie à de l'agriculture avec 2-3 arbres au milieu, nous, l'ONF, ça, on ne peut pas, par rapport aux missions qu'on a, le laisser faire. D'où cette notion de, quand on met des lots susceptibles d'accueillir de l'agroforesterie, on définit bien un cahier des charges, l'état de la forêt, au début de la concession pour agroforesterie, les itinéraires techniques qui peuvent être mis en place par l'agriculteur, hein, c'est pas de produits phyto, dans quel cas, etc. Les itinéraires, hein, pas de tassement de sol, etc. Et puis chaque année, on fait l'objet d'un contrôle pour bien s'assurer que le peuplement en place soit bien là à l'issue de la concession d'occupation temporaire. Effectivement, le règlement de lutte contre la déforestation et contre la dégradation des forêts va entraîner des conséquences non négligeables pour les territoires ultramarins, parce que l'objectif de la Commission européenne est d'imposer à des pays producteurs d'huile de palme, de canne, de bœuf, avec des fronts pionniers de déforestation très importants, d'imposer à l'Union européenne de s'appliquer à elle-même ce qu'elle ne veut pas voir fait par d'autres pays. Et donc, du coup, on s'applique, nous, Union européenne. Et donc, comme on a ces territoires ultramarins, on va devoir appliquer. Et comme c'est sur ces territoires qu'on a beaucoup encore de forêts primaires, ça va avoir des conséquences sur les produits qui sont produits après déforestation. Donc, ça va redonner de la force à tout le dispositif qui est mis en place, demande d'autorisation de défrichement, compensation, etc. Si on reste sur l'agroforesterie, pour donner un peu des images, puisque le président a bien rappelé que c'était très différent d'un territoire à un autre, à La Réunion, la vanille de Bourbon, avec son appellation d'origine, a plus d'antériorité par rapport à des concessions d'occupation temporaire pour agroforesterie, production de vanille. On a aussi des ruchers qui sont installés en forêt, et on voit bien là que des ruchers en forêt, on n'a aucune conséquence sur le peuplement forestier. On comprend pourquoi il y a cette historique. En Guadeloupe, c'est une démarche qui est en train de prendre de l'ampleur, avec 3 productions essentiellement, vanille, cacao et café. Donc café et cacao sont des productions qui sont dans le périmètre du règlement de lutte contre déforestation et dégradation. Donc là, ça va avoir des conséquences. Et en Martinique, c'est un territoire, une île sur lequel ça a démarré plus tardivement, mais sur lequel il y a énormément de demandes. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour nous, c'est bien une production sous couvert forestier. Ça nécessite pour l'ONF d'identifier les parcelles forestières dont le couvert permet d'accueillir une activité agricole. Donc là, on est en train d'identifier les lots et on va les mettre en concurrence. Voilà. Et effectivement, on est tout à fait conscient qu'une concession pour une production, par exemple, de cacao, le plan de cacao mettant 5 ans pour produire, c'est sûr qu'il ne s'agit pas de tout de suite arrêter la concession. Il faut que l'agriculteur ait un retour sur investissement de ce qu'il a fait. En même temps, on ne peut pas s'engager au-delà de 18 ans, sauf à avoir après soumettre ces concessions à l'avis du propriétaire dont le représentant est le ministère de l'Agriculture. On rentre sur des processus un peu longs. Voilà, je compléterai si jamais il y a des questions. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers mes collègues, savoir si elles ont des interrogations. Notre collègue Victorin Lurel qui nous a rejoint aussi. Vas-y, je te donne la parole.
Merci, Madame la Présidente. Alors, j'ai deux questions. Bonjour à tous, d'ailleurs. J'ai deux questions, une à l'ONF et une au ministère. Alors, l'ONF, alors, depuis plusieurs auditions, nous évoquons ici la question du foncier en Outre-mer. Et à mon avis, l'accès au foncier passe aussi par la possibilité de profiter de nos territoires. L'utilisation d'engins motorisés sur le domaine forestier est bien entendu strictement réglementée, mais en Guyane, les pistes forestières permettent aux chasseurs et aux promeneurs d'accéder à notre territoire. Pourtant, elles sont strictement interdites. Pouvons-nous envisager un consensus avec l'ONF pour favoriser des accès réglementés? Et je pose ma question au ministère. L'État et certaines communes ont accepté d'installer des agriculteurs le long des pistes forestières. Aujourd'hui, en raison de la fin de l'activité forestière, ces pistes ne sont plus entretenues. Les agriculteurs éprouvent le plus grand mal à maintenir leurs activités. Le rapport d'Olivier Damascin rendu il y a quelques semaines plaide bien pour une amélioration des conditions d'exercice des professions agricoles. Je connais les difficultés administratives autour des anciennes pistes forestières. Alors qu'attendez-vous pour lancer un état des lieux? Et je rappelle que ces conditions ont poussé 2 agriculteurs à mettre fin à leur jour. Voilà mes 2 questions, Présidente. Je peux répondre. Alors, sur les pistes en Guyane, en 2022, il y a eu des discussions d'entamer avec les chasseurs pour permettre et définir dans quelles conditions l'accès aux pistes aux chasseurs. Pour moi, ce problème, il est résolu. Donc, je ne sais pas s'il y a un point particulier, mais il y a eu des échanges pour effectivement prendre en compte que les chasseurs, ils accèdent et que c'est un... Tout à l'heure, M. Martranchard a beaucoup insisté sur la souveraineté alimentaire de ces territoires. On est bien conscient que la chasse, c'est aussi l'un des leviers pour atteindre... Donc, sauf à ce qu'il y ait une piste forestière sur laquelle il y a un problème particulier, mais normalement, le travail a été fait post-Covid sur ce plan-là. Après, vous avez posé la question de l'entretien des pistes. En Guyane aussi. En Guyane aussi, hein, c'était juste pour être sûr. Ouais. Alors, en Guyane, pour rappeler le contexte, en fait, il y a 2 routes nationales et l'ensemble de l'infrastructure d'accès à l'intérieur des 8 millions d'hectares, mais surtout les 6 qu'on gère, c'est effectivement les pistes forestières. Les pistes forestières étant le préalable pour pouvoir aller désigner les bois qui sont exploités dans cette forêt primaire. Donc, c'est un préalable. L'investissement au sens de la création des pistes, elle est financée par les fonds FEADER jusqu'au 1er janvier 2023 qui prévoyait des maquettes. Là, on est en train de mettre en application le PSN, mais si on regarde dans le rétroviseur, financement à 100%, c'est-à-dire qu'on avait de quoi faire la création des pistes. Par contre, l'entretien, et les 2 dernières années avec des conditions météorologiques très, très compliquées, avec beaucoup, beaucoup d'eau en Guyane, effectivement, la topographie et la conception de ces pistes fait qu'on a des travaux d'entretien qui sont très importants. Et ces travaux d'entretien ne font pas l'objet de subventions. Donc, en fait, c'est l'ONF qui doit assurer le financement. Et donc, son équilibre économique, son modèle économique doit arriver à des équilibres entre la piste, les kilomètres de piste qui nécessitent d'être entretenus. Et ils nécessitent d'être entretenus, vu de l'ONF, par rapport à la ressource bois qu'on va extraire de ces massifs. Donc effectivement, pour être un peu précis, le massif de Balata, qui est l'un des les plus anciens, quand on va avoir une vidange totale de ce qui est permis par l'aménagement forestier de ce massif, la piste va être fermée au sens de l'ONF. Sauf si la collectivité, l'État, etc., décide de changer le statut de piste forestière. Il y a des discussions qui sont en cours pour dire il y a 2 routes nationales, on a besoin à accéder à l'intérieur de ce territoire. Est-ce qu'il ne faut pas changer le statut de piste? Mais tant que ça reste une piste forestière, si on n'a plus de grumes, de bouts de bois à aller exploiter dans ces forêts, nous, on sera obligé de fermer la piste. Voilà. Et on a bien conscience des difficultés que ça pose, notamment parce que ces pistes forestières,
c'est celle aussi qui donne accès à l'intérieur du territoire pour leur paillage légal, par exemple. Au-delà des chasseurs, etc., qui n'abîment pas les pistes, leur paillage, c'est aussi, il y a des charges roulantes très importantes qui contribuent à... Voilà. Pour l'instant, c'est l'ONF qui prend en charge. Donc effectivement, c'est un sujet qui est sur la table depuis des années. Pour l'instant, j'ai envie de dire, on pousse le sujet parce qu'on n'est pas encore dans un contexte où on n'a plus de vidange de bois à faire. Mais plus on avance dans le temps, plus ce sujet va être posé. Juste apporter un élément. En fait, il y a de nombreux jeunes agriculteurs qui sont installés justement de part et d'autre des pistes forestières. Et comme vous l'avez dit, quand chez nous, il y a une pluviométrie qui est particulière, eh bien, ils ont des véhicules qui sont abîmés parce que c'est de la latérite, il n'y a aucun entretien. Et nous, justement, la discussion que nous avons eue avec le préfet, c'est de savoir qui pouvait les aider, parce que bien souvent, ils abandonnent, parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils sont très, très loin de la nationale. Alors, les enfants sont scolarisés, donc ça veut dire qu'il faut qu'ils les réveillent depuis 4 heures du matin pour faire la route, leur donner le petit-déj sur le bord de la route en attendant le bus. Enfin, vous voyez, je ne sais pas si vous imaginez ce que vivent les... Et bien souvent, ils cessent. Ils cessent leur activité parce que... ou alors, ils mettent fin à leur jour, tout simplement. Voilà. On est convaincus, et c'est l'une des difficultés aussi du modèle économique de l'ONF en Guyane, c'est que... Contrairement à l'Hexagone, où finalement le schéma de desserte il a été réalisé depuis des années, et à l'ONF, dans l'Hexagone, le volume de bois mis en vente chaque année équilibre les charges, aussi parce qu'on est sur des climats où, dans l'Hexagone, l'entretien d'une piste, elle n'est pas la même, et la dégradation est moindre, et les pistes de l'Hexagone ne sont utilisées pratiquement que par l'ONF ou les usagers au sens loisir. On voit bien qu'en Guyane, c'est une problématique très différente. Et entièrement conscient des kilomètres que ça représente pour les populations qui vivent sur ces territoires. Une petite précision qui ne vous rassurera pas, madame, mais ce type de problème, on le connaît aussi parfois dans l'Hexagone, dans les zones périurbaines, où les pistes forestières ont fini par représenter des itinéraires intéressants, de délestage, de raccourcis, et où l'usage augmentant, la détérioration augmente, et où l'Office considère que ce n'est pas à lui d'entretenir des itinéraires routiers du quotidien pour la population, et quand ça devient dangereux, parce qu'il y a trop d'ornières, etc., on est parfois amené, dans ces cas-là, à fermer la piste à l'usager qui en avait l'habitude depuis 10 ans ou depuis 15 ans, tout simplement parce que le modèle que vient de reciter Nathalie Barbe ne le permet pas non plus. Alors, c'est des cas plus rares, mais si vous voulez, c'est bel et bien une problématique. Si une infrastructure doit être entretenue au titre d'un modèle économique qui ne le permet pas, elle se dégradera. Et si on en a besoin, et j'ai cru comprendre que c'était bel et bien le cas, il faut arriver à trouver le moyen que l'infrastructure en question rende l'usage qu'on attend d'elle. Sinon, et en plus, on perd. Si vous voulez, le non-entretien fait perdre une part de l'investissement. Même si la dégradation est rapide en Guyane, si en plus on n'entretient pas régulièrement, c'est quasiment une réfection de piste au bout d'un certain temps qu'il faudra faire et qui coûtera encore davantage. Et sur ce problème des pistes, alors bien sûr, le problème est important et bien identifié. On a eu le rapport de M. Damézin qu'on vous a communiqué en toute transparence. Donc actuellement, le problème a bien été décrit par M. Collet et Mme Barbe. C'est en gros qui doit payer l'entretien des pistes. C'est ça le sujet. Et dans ces cas-là, tout le monde se tourne vers l'État en disant « mais bon sang, mais c'est bien sûr, l'État n'a qu'à payer l'entretien des pistes ». Et alors c'est vrai qu'il y a je crois que la discussion avec les maires, c'était de dire, écoutez, ça coûte cher. Le premier travail, qui est une véritable réflexion, la piste est très dégradée. Donc les communes disent, écoutez, on veut bien le faire, mais commencer par la remettre à niveau. Qu'ensuite, nous, on ait un travail d'entretien beaucoup plus léger, mais à partir d'une piste qui ne soit pas une piste totalement dégradée qu'il faut refaire de A à Z. Et encore une fois, il y a une différence aussi entre une piste publique et une piste
qui est privé, parce que ce n'est pas le même niveau de sécurité qu'on peut exiger, donc ce n'est pas le même coût de réfection. Donc là, le rapport a été remis récemment, on a initié un travail avec la préfecture et on doit en parler en réunion interministérielle. Vous savez qu'il y a des réunions interministérielles régionales maintenant, donc il y en a une pour la Guyane qui est prévue le 23 juin. Ce sujet qui n'est pas simple, hein. Moi, je n'ai pas de solution préétablie et de clé en main à vous donner, mais en tout cas, le sujet est bien identifié et on en discute avec la préfecture et bien sûr, on associera les parlementaires sur la façon dont on peut traiter ce sujet, parce qu'effectivement, ça contribue à l'isolement des agriculteurs, non seulement la dégradation de la piste, mais aussi souvent, ils sont installés dans des zones blanches. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'Internet, et donc il y a un sentiment de solitude qui se développe et on sait et d'insécurité. Et on sait qu'en ce moment, on manque d'eau dans l'Hexagone, mais par contre en Guyane, on a trop d'eau. Il pleut tout le temps, et donc même pour faire les travaux, c'est un problème. On ne peut pas faire les travaux quand il pleut. Pendant 2 ans, on a repoussé les travaux de piste parce qu'on ne pouvait pas les faire. Oui. Juste pour donner un ordre de grandeur à ce que je disais tout à l'heure, l'ONF crée à peu près 40 km par an en Guyane. Il y a 400 km de routes entretenues. De pistes forestières. De pistes, pas de... Merci pour ces explications. Moi, je voudrais, avant de terminer, quand même poser quelques questions concernant un désordre foncier. Il y a eu un rapport récent, en décembre 2022, qui a pointé donc ce désordre foncier sur l'ampleur des divisions. Par exemple, en Martinique, près de 40% de foncier se trouvent perturbés par l'indivision. Les problématiques liées au titrement du passé. Parce que, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même quelques propriétaires, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne cèdent pas leurs parcelles, parce qu'en fait, ils n'en sont pas propriétaires officiellement, soit qu'il n'ait jamais passé un acte où il n'y a pas de cadastre. Enfin, c'est quand même, ça porte quand même une grande complication. Le manque de professionnels dans ce domaine, d'ailleurs, justement, tout à l'heure, vous nous évoquiez les notaires, mais il semblerait que leur présence et leur disponibilité sur ces territoires est vraiment limitée et donc ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils ont. Il y a aussi un nombre considérable de constructions sans permis et un manque de police pour sanctionner justement ce manque de police à l'urbanisme. La multiplication d'occupations illégales, effectivement, tout à l'heure, vous nous évoquiez le fermage. Mais il semblerait que certains ne veulent pas du tout en entendre parler, parce qu'au bout d'un certain temps, la personne qui occupe le terrain ne paye plus de loyer en disant « mais maintenant c'est moi qui l'entretiens, je suis chez moi » et il n'y a plus moyen. Donc ça pose quand même quelques difficultés. Et puis, il y a bien évidemment les imperfections du cadastre, où je reviens, toutes ces personnes qui ne sont pas vraiment, même si elles y sont depuis un passé lointain, ça n'a jamais été signifié. Et donc ça pose quand même un problème. On a cru comprendre qu'à Martinique, c'était peut-être 12 000, ça ne représente pas une quantité, mais enfin 12 000 personnes. Voilà. Donc j'aurais aimé savoir ce que vous pensez, quel bilan vous dressez de la loi Letchimy, et sur quel point précis on pourrait la perfectionner pour réduire donc l'indivision successoriale. Et puis, 2 autres petits points sur lesquels vous n'avez peut-être pas, ou je n'ai pas bien compris. Le prochain projet de loi d'orientation et d'avenir agricole, est-ce qu'il comportera un volet outre-mer? Et dans l'affirmative, sur quel point particulier? Et puis, une question qui, je sais, tient à cœur à mon collègue Thani Mohamed Soali, puisqu'à chaque fois, il la pose. Est-ce que, pour faciliter les transmissions d'exploitation, un dispositif de fonds agricoles comme les fonds de commerce existe-t-il ou pourrait-il être pertinent? Je vous remercie. Merci. Alors, sur le titrement, bien sûr, on sait que la nature ayant horreur du vide, à chaque fois qu'on prend trop de temps, que les commissions d'attribution foncière prennent trop de temps, eh bien, des gens s'installent de manière illégale. On le sait très bien. C'est surtout vrai, d'ailleurs, en Guyane, où on disait à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours vrai, mais je ne sais pas d'où était basée cette affirmation, tous les jours, il y a 3 logements qui se construisent, 1 légal et 2 illégaux. Bon, c'est ce qu'on disait, je ne sais pas si c'est vrai, sur quoi... Mais on sait qu'en ce qui concerne le foncier agricole, et les agriculteurs s'en plaignent, que la procédure étant trop longue,
quand elle finit par aboutir, quand la personne arrive sur le foncier, il n'est pas tout seul. Et que donc après, effectivement, il faut des procédures de police pour aller sortir des gens qui exploitent des fois depuis plusieurs années, et c'est compliqué. Mais je crois que, et je ne sais pas si M. Lurel est toujours là, mais il l'avait rappelé lors du débat que vous avez eu avec les sénateurs, c'est qu'il y a eu un travail de fait pour amender la loi Letchimy, et qu'il y a des dispositions qui sont déjà rédigées pour améliorer cette loi à partir d'un bilan qui a été fait. Apportons les modifications législatives à ce travail. Et à partir du moment où il y a des dispositions agricoles, les parlementaires peuvent les porter dans les discussions sur le projet de loi d'orientation et d'avenir. Sur ce PLOA, est-ce qu'il y aura un volet outre-mer ? Aujourd'hui, la structure du projet de loi n'est pas rédigée. La démarche nationale qui a été faite, c'est d'initier des concertations, comme je vous l'ai dit en propos liminaire. Donc on a reçu ces contributions de l'outre-mer, à la fois des contributions issues des concertations que les préfets ont fait. Chaque territoire a fait au moins une concertation publique, plus des concertations avec les acteurs. Et de plus, on a reçu une contribution de Chambre d'agriculture France qui a synthétisé les retours des chambres d'agriculture outre-mer. Donc sur tous les sujets, il y a des demandes. Alors, quand on compare à ce que demande l'Hexagone, c'est souvent un peu les mêmes sujets. Il y a pas de... On a quelques sujets spécifiques. On a des gens qui nous demandent de faire de l'enseignement shimaoré. Il y a des demandes sur les pistes agricoles en Guyane. Donc ce sont des choses qui sont spécifiques aux Outre-mer. Et on pourrait avoir aussi ce dont je viens de parler, l'amendement de la loi Letchimy, ça pourrait être des dispositions Outre-mer. Mais pour l'instant, on en est à compiler ces demandes, et elles ont été reçues de partout, et donc des Outre-mer. Mais est-ce qu'il y aura un volet Outre-mer ? Ce n'est pas encore décidé. Ce n'est pas encore décidé parce qu'il faut qu'il y ait de la matière, qu'il y ait suffisamment de dispositions spécifiques aux Outre-mer pour que ça constitue un titre. On avait fait un titre Outre-mer lorsqu'il y avait eu la loi d'avenir de l'agriculture en 2014. C'est là où on avait mis en place les COSDA. Mais voilà, parce que un volet Outre-mer, ce n'est pas non plus obligatoire. On peut très bien insérer des articles particuliers sur l'Outre-mer dans un projet de loi sans pour autant que ça constitue un titre. Ça ne changera rien. C'est juste une histoire d'écriture. Mais pour l'instant, on n'a pas encore pris la décision. Voilà, le gouvernement n'a pas encore pris la décision. Quant au fonds agricole, comme le fonds de commerce, et ça existe aujourd'hui, le fonds agricole. Il est créé depuis des années. Et c'est dans le but de faciliter les transmissions. Alors, je n'ai pas le bilan. Je n'ai pas le bilan de son utilisation. Il existe dans l'Hexagone comme Outre-mer. Donc, oui, ça existe, mais je ne peux pas vous dire, malheureusement, parce qu'on n'a pas de disposition simple et aisément mobilisable qui nous permet d'avoir un bilan de cette utilisation, parce que là aussi, après, c'est des procédures qui sont mises en place par les notaires. C'est-à-dire que lors de la transmission, l'agriculteur dit je transmets mon fonds agricole, qui est constitué d'un ensemble. Il y a mon foncier, il y a mes équipements, il y a mes bâtiments, et je transmets tout ça. Mais c'est de même, je pense qu'il n'y a pas de mécanisme qui permet aux notaires de transmettre sur tant de transactions, tel nombre, c'est fait sur la base du fonds agricole. Donc on n'a pas ce bilan. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage d'avoir une disposition qui existe, donc on ne peut pas savoir si elle est efficace ou pas, parce qu'on n'a pas de bilan. On pourrait peut-être y travailler, mais aujourd'hui, le mécanisme de collecte des données qui nous permettrait d'avoir ce bilan, il n'existe pas, malheureusement. Bon, je constate qu'il y a de nombreuses choses, mais que peut-être ce n'est pas mis en place, c'est ce qui donne un délai, comme vous le disiez tout à l'heure, que c'est beaucoup trop long pour les installations illégales, tout ça, alors qu'il existe, je crois, des solutions, mais qui ne sont pas mises en œuvre. C'est comme pour, par exemple, les professionnels dans le domaine, les notaires, tout ça, sont trop peu nombreux et ils ne peuvent pas finalement. Donc peut-être faudrait-il
booster un peu tout cela, si je puis me permettre, pour arriver à des solutions qui sont peut-être pas si compliquées que cela, en fait, qui sont, moi je crois, assez simples, comme le titrement. Je pense qu'il y a des choses qui pourraient être faites. En tout cas, je vous remercie infiniment pour toutes les informations que vous avez pu nous donner. Sachez que nous sommes preneurs de tout ce que vous pourrez nous communiquer par écrit. Nous sommes preneurs de tout. Et voilà, je ne sais pas si Monsieur le Président souhaite rajouter quelque chose. Je te passe la parole. Non, merci, chère Vivette, d'avoir animé cette table ronde à distance, et merci pour vos contributions respectives. Vous le savez, la tradition, c'est de vous adresser une trame d'audition via un questionnaire. Vous êtes habitué, notamment, je pense à Arnaud Martranchard, qui n'est pas son premier coup d'essai à la délégation. Et donc, merci de nous faire parvenir, dès que vous le pourrez, évidemment, vos contributions écrites qui vont permettre d'aider les deux rapporteurs, justement, dans la rédaction du rapport et les préconisations. Donc, merci en tout cas de vos contributions fort appréciées, et merci Vivette. Monsieur le Président, je crois qu'il y a Micheline qui voulait poser aussi une question. Elle ne s'est pas manifestée avant toi, donc je vais lui passer la parole. Je te remercie. Je suis vraiment navrée, Président. Au fil des débats, j'ai eu le sentiment, puisqu'à Saint-Barthélemy, l'ONF n'intervient pas, nous avons la compétence en matière maîtrise, gestion du territoire, mais j'ai le sentiment qu'il n'y a pas de concertation, enfin peut-être que vous allez me corriger, entre les élus qui sont en charge aussi de l'aménagement du territoire et l'ONF. Donc j'aurais aimé savoir quelle est la nature des relations que vous entretenez avec les exécutifs locaux. Alors, au niveau national, déjà, nous avons instauré depuis quelques années seulement une commission consultative des forêts d'outre-mer, ce qui nous permet déjà au niveau central d'institutionnaliser un dialogue qui n'existait pas. Donc déjà, c'est une première chose. Ensuite, au niveau local, je vais laisser la parole à Nathalie pour vous expliquer comment dans la pratique les contacts s'établissent. La petite difficulté que je soulignais un peu au départ, si vous voulez, c'est que le pétitionnaire qui souhaite faire quelque chose, la personne qui va rencontrer quasiment en premier, c'est un agent de l'Office des forêts. Et on va donc considérer que la réponse qui lui est donnée, elle vient de cet organisme, elle est exclusivement détenue par cet organisme, et quand ça ne lui convient pas, il va aller solliciter éventuellement un élu en disant « mais l'ONF me refuse mon projet ». Et l'élu, à ce moment-là, n'est absolument pas au courant de ce projet de détail et a légitimement peut dire « mais moi, on m'a parlé de rien, je découvre ça après ». Donc voilà, maintenant, Nathalie, peut-être des précisions sur l'institutionnalisation du dialogue local et au fil des procédures. Alors, je vais le prendre dans le sens collectivité territoriale, au sens CTG ou CTM, et puis après je reviendrai avec l'élu qui peut être sur la zone sur laquelle il y a une forêt domaniale ou forêt départementale ou domaniale, territoriale ou domaniale. Au niveau des exécutifs, l'ONF a signé et renouvelle des conventions avec les conseils départementaux qui sont... propriétaires, nus propriétaires, notamment à La Réunion, notamment à Mayotte. Il y a 2 jours, on vient de renouveler la convention pluriannuelle cadre avec le conseil départemental de La Réunion, et j'étais en déplacement au mois de mars pour signer une convention avec le conseil départemental de Mayotte. En Martinique, on vient aussi de signer une convention pluriannuelle là au mois de mars ou au mois de février. En Guadeloupe, il n'y en a pas, parce qu'on est sur un relationnel qui est peut-être plus compliqué encore entre le conseil régional et le conseil départemental. Il n'y a pas de collectivité unique. Et avec la CTG, on a des échanges, mais pour l'instant, on n'est pas dans une phase de convention. La Guyane étant très particulière, que du foncier domanial. On est en train d'y travailler, mais ça, pour l'instant, on n'est pas dessus. Ensuite, si maintenant on revient au niveau local, je suis maire d'une commune sur laquelle il y a du foncier domanial ou départemental ou territorial ou domanial. Nous, à l'ONF, la façon dont on déroule l'aménagement d'une forêt publique, on a une phase de
conception d'un aménagement forestier, sur lequel on va être sur 15-20 ans à dérouler. Quelles sont les coupes qu'on va faire? Est-ce qu'on va équiper la forêt, soit de routes, de pistes, soit d'infrastructures d'accueil du public? Et puis après, est-ce qu'il va y avoir des travaux sylvicoles faits pour essayer d'améliorer ce peuplement ou de l'entretenir? Cet aménagement forestier, ce document programmatique sur 15 ans, il fait l'objet de concertations avec j'ai envie de dire, non pas les propriétaires, mais la commune de situation sur laquelle la forêt publique, qui est d'un autre propriétaire, est située. Voilà. Alors après, tout ça, c'est, j'ai envie de dire, cadré. Si vous, sur vos territoires, vous avez l'impression que cette phase de concertation, elle doit être améliorée, etc., n'hésitez pas. Hein, c'est l'un des points. L'État signe avec l'ONF un contrat sur 5 ans. C'est l'un des axes d'amélioration, la concertation avec les communes de situation, si elles ne sont pas propriétaires. Donc n'hésitez pas. Après, ce n'est pas la même chose de faire de la concertation sur des massifs comme en Guyane, où l'ONF gère 6 millions d'hectares. Sur les 6 millions d'hectares gérés, il y en a 2,4 millions qui sont dans le domaine permanent forestier, qui, eux, font vraiment l'objet d'un aménagement dans le temps, où en Guyane, les 2,4 millions, ils sont divisés en 35 massifs forestiers, chacun faisant 60 000 hectares. Ça n'a rien à voir en termes d'échelle par rapport à l'Hexagone, où on a à peu près 1300 forêts domaniales qui, au total, font 1,4 million d'hectares. Donc, vous voyez, il y a aussi l'échelle de la Guyane qui fait que cette concertation, aussi avec des populations très dispersées, la concertation, elle est peut-être plus compliquée à organiser au XXIe siècle, mais peut-être que les outils modernes... Une précision, si vous voulez bien, c'est que, vous voyez, Nathalie vous expose, on fait une concertation pour l'aménagement forestier pour 15 ans. Ce qui peut laisser entendre que pendant les 15 années qui suivent, on met en œuvre et on considère que tout le monde est au courant. Ce n'est pas toujours le cas. La durée des mandats locaux n'est pas de 15 ans, ne cale pas forcément avec les aménagements forestiers, et il peut y avoir par moment un sentiment de découverte de tel ou tel axe, de telle ou telle action. Si vous voulez, la concertation, c'est un sujet en construction permanente. Il faut veiller à ce que les outils structurants fassent bien l'objet de concertation, mais on ne peut pas forcément s'en satisfaire. Parce qu'après, il y a au quotidien un rapport qui doit... Je vous citais le cas de quelqu'un qui a un projet qui s'adresse directement, non pas à la DAF, mais à l'ONF. On ne lui donne pas satisfaction. Et c'est à ce moment-là que l'élu apprend qu'il y a un projet. Alors que peut-être il l'aurait su dès le départ, il lui aurait dit ton projet, tu n'y arriveras pas parce que c'est dans ce coin-là. Et ça crée des situations de tension. Et l'élu, que j'ai été pendant de nombreuses années, se trouve un petit peu en situation de porte-à-faux par rapport à son administré qui vient lui poser un problème dont il aurait aimé être au courant 2 ans avant. Ça aurait évité les problèmes. Donc, il y a toujours des progrès à faire. Je vous citais le progrès qu'on a fait au niveau national. Et donc, au niveau local, il y a une concertation. C'est jamais suffisant, de toute façon. Il faut une relation presque naturelle et permanente. Nos effectifs présents sur le terrain sont aussi, je le dis, très sollicités. Voilà. Ils sont très sollicités par des enjeux très divers. Et voilà. Mais ils sont quand même à disposition des élus pour discuter des sujets. Dans les communes où il existe justement, où vous êtes présent, est-ce que vous êtes associé aux plans locaux d'urbanisme et autres schémas d'aménagement du territoire? Alors, en fait, juste pour compléter, je reviens sur la notion PLUI et concertation. Ce que soulève Jean-Yves Collet, en fait, si vous êtes une commune propriétaire ou une collectivité propriétaire, chaque année, l'ONF, son plan de gestion, avant de le mettre en œuvre, il revient auprès de l'exécutif, soit de la commune, soit de la collectivité, pour dire l'aménagement, il avait prévu de faire A. On revient vers vous pour dire 2023, est-ce qu'on fait A? Quelle est votre décision? Si vous êtes propriétaire, on revient vers vous, c'est vous qui décidez. Nous, on conseille, on met en œuvre le document que le conseil municipal précédent a voté, a décidé. Par contre, effectivement, la question que vous posez, c'est si je suis une commune de situation, donc c'est sur mon territoire, sur le banc de ma commune, qu'est votre forêt de la collectivité ou de l'État, et je déroule,
C'est là où la concertation, effectivement, elle ne fait pas partie d'une coche annuelle. Bon, de plus en plus, le dialogue forêt-société fait qu'effectivement, le maillage territorial de l'ONF fait qu'on va au contact et on essaie d'informer. Après, est-ce que la commune, elle est disponible au moment où la décision doit se prendre, etc. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à améliorer. Sur les PLUI, en fait, dans le cadre de l'action 1 de la mission d'intérêt général que nous confie l'État en Outre-mer, on a effectivement cette action qui est d'assister les directions départementales de l'agriculture, etc., des territoires Outre-mer. Donc en fait, le rôle de l'ONF, s'il y a PLUI, sur les zones N, qui nous concernent particulièrement par rapport à nos missions cœur de métier, on est sollicité et on émet un avis, on évalue la pertinence de l'évolution du zonage, de ce qui est prévu, etc. On apporte notre vision d'expert par rapport aux enjeux, mais après la décision, on apporte juste un œil avec notre expertise. Voilà. On est au niveau du porté à connaissance et on donne un avis d'expertise qui est ensuite intégré dans la procédure par le service de l'État, ou pas. Ou pas, ouais. Très bien. Merci madame, merci messieurs. Voilà, je vous le redis, on compte sur vous pour vos contributions écrites. Voilà, merci chers collègues, merci Monsieur le Président, et je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. Merci et salutations à Stéphane Artano. Merci.